Salut, bienvenue dans Face à Pierrot. Tout d'abord, un immense merci pour encore une fois vos questions, vos nombres de questions hallucinants. Comme vous le savez, pour l'instant, je n'ai plus accès à mon compte Twitter à 2,5 millions d'abonnés. J'ai un pauvre compte, mais bon, j'ai quand même eu beaucoup de questions dessus, donc merci, ça me touche. La première question de la semaine est de Mathieu, qui me dit, si j'arrive à faire dérouler mon ordi, l'OM ayant des difficultés à domicile, penses-tu que De Zerbi devrait mettre une autre tactique en place uniquement pour les matchs à domicile, par exemple associer Wai et Maupay? Je pense que d'une manière générale, les matchs de l'OM au Vélodrome doivent appeler un changement tactique chez De Zerbi, oui, parce que finalement le jeu est trop lisible pour l'adversaire. Et pourtant, ça fait peu de temps qu'il est là, mais j'ai l'impression déjà que le jeu de l'OM a été parfaitement analysé par l'adversaire. Ça a été le cas contre Auxerre, vraiment flagrant. Maintenant, je ne sais pas si le fait de mettre Wai avec Maupas pourrait ajouter quelque chose, parce que ça veut dire soit que tu joues avec 2 ailiers, donc avec 4 attaquants, déjà que ta défense est pas très solide. Donc, changer de choses, oui, pas forcément dans ce domaine, quoi. Question de Bastien Di Macchio. Comment virer Didier Deschamps de son poste de sélectionneur de manière légale et que ça passe comme une lettre à la poste? Tout ce que l'équipe a fait ces dernières années, c'est surtout grâce aux joueurs. Et nous sommes une des rares équipes au monde à avoir le luxe d'avoir même des remplaçants top joueurs. Alors évidemment, la question, elle a mal vieilli avec la victoire hier. Je pense que Deschamps, il l'a très bien dit sur l'équipe TV hier soir, est conscient de la lassitude que sa présence depuis 12 ans à la tête de l'équipe de France engendre. Maintenant, voilà, il faut aussi reconnaître qu'il a bien réagi. Il faut aussi reconnaître que l'équipe de France termine première de son groupe, que c'était pas gagné avec une défaite en ouverture dans ce groupe au Parc contre l'Italie. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de départs importants dans cette équipe. Lloris, Varane, Giroud, Griezmann, sans compter l'histoire Mbappé. Donc voilà, faut aussi peut-être lui laisser un petit peu de temps. Je pense que le match d'hier est quand même porteur d'espoir. Walid Ouerani me dit, penses-tu que la création d'une chaîne par la Ligue peut être une bonne idée? Ça n'existe nulle part ailleurs et il existe pas mal d'incertitudes, production TV, logistique, embauche de salariés, distribution de l'argent au club, etc. J'ai bien peur qu'à terme, de toute façon, il n'y ait pas d'autre choix. Et je pense que si, comme je le pense, DAZN arrête les frais au bout de ces 2 ans de contrat, il y aura plus de candidats, parce que je ne crois absolument pas à un retour de Canal. En tout cas, pas dans des sommes qui pourraient satisfaire le foot français. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudra effectivement en passer par cette chaîne de la Ligue. Mais il faudra retenir les leçons de tout ce qui fonctionne pas avec DAZN, la qualité de l'image pourrie, les choix éditoriaux plus que discutables, avec beaucoup de personnes qui me semblent, en tout cas moi, pas qualifiées et avec un ton trop familier, trop oh ouais, vous avez vu, on est une chaîne cool. Non, on n'est pas une chaîne cool. Voilà, je pense qu'au moins l'expérience DAZN doit servir à la Ligue, si la Ligue venait à devoir reprendre son championnat en termes de diffusion ou un prochain diffuseur. Je pense que tout ce qu'il faut pas faire, DAZN l'a fait. Alors, AG2020 me dit, question depuis Tokyo. Arigato. Selon vous, que doit faire ou ne pas faire Mbappé pour retrouver son niveau et repartir dans sa course à la conquête du Ballon d'Or? Rien à foutre du Ballon d'Or. Je pense que même dans l'état actuel, Mbappé ne doit en avoir rien à foutre du Ballon d'Or. Je pense qu'il veut d'abord retrouver avant tout le plaisir d'être sur un terrain de foot, parce que je pense qu'il n'en a aucun depuis maintenant plusieurs mois.
Je pense d'ailleurs qu'il a aucun plaisir à être nulle part. J'extrapole, j'ai pas d'infos, mais tout ce que je vois de lui m'indique un garçon aux portes ou carrément en dépression. Il a besoin de se reconstruire, de se recentrer sur le football. J'espère que son entourage va l'aider à ça. J'espère que peut-être que son père sera plus présent dans le futur qu'il ne l'était ces derniers mois. Mais je suis quand même inquiet. Jackie Néant me dit: comment expliquer la différence de niveau de Ruiz entre le club et la sélection? Il y a plein de facteurs. D'abord, il n'est pas utilisé de la même façon. Je pense qu'il n'a pas les mêmes consignes. Je pense qu'il est beaucoup plus libre avec la sélection que dans le carcan de Luis Enrique. Et ça y est, t'es installé. Quand je vois Ruiz avec le PSG, je vois quelqu'un qui ne prend jamais un risque avec le ballon, qui n'allonge jamais le jeu alors qu'il le fait avec l'équipe d'Espagne. Je vois un mec qui prend sa chance avec confiance avec l'Espagne. Je le vois jamais. Je pense qu'il n'est pas à l'aise avec l'équipe du PSG. VO me dit: tu as toujours parlé de ton amour pour le foot, le tennis et le basket, mais tu parles rarement des films et ou séries que tu affectionnes. Quels sont-ils, STP? Donne-moi 3 de chaque. À bientôt, jeune Jedi. Merci, Olivier. Oui, j'en parle pas beaucoup parce que je fais pas une chaîne de cinéma, j'ai une chaîne de foot. Des films, j'en aime tellement. C'est toujours le truc, si tu dois emmener 3 films sur une île déserte, je pense que j'emmènerai Forrest Gump, qui est pour moi probablement le film ultime. Papy fait de la résistance, parce qu'il faut bien déconner un peu, surtout sur une île déserte. Et Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Mais vraiment, après, une fois que je vous ai cité ces 3 films, je peux vous en citer 40 derrière. Les séries, je suis pas très série parce que j'aime pas trop être esclave j'aime pas trop me mettre devant ma télé et me dire bah voilà, je pars pour une série de 8 épisodes de 52 minutes, donc j'ai pratiquement 7h30 de ma vie à consacrer à un truc. Je trouve qu'il y a beaucoup de séries qui dans les premiers épisodes tirent à la ligne pour faire la distance. Donc je suis pas un grand fan de séries. Là, faudrait plus poser la question à Mélissa qui elle est beaucoup plus forte que moi là-dedans. Olivier Rousseau me dit: comment as-tu vécu l'élimination de la France pour la Coupe du Monde 94 aux États-Unis? Comment expliques-tu ce qui s'est passé? Alors là, pour le coup, j'étais bien présent, d'abord parce que j'étais au match, le fameux France-Bulgarie, et surtout j'étais à Clairefontaine la semaine qui a préparé, qui a commencé évidemment par le clash monumental de David Ginola, qui savait déjà, comment savait-il déjà ça, qu'il ne serait pas titulaire, parce qu'il était clairement boycotté par le duo Papin-Cantona, faut pas non plus mentir aux gens, parce qu'il prenait trop la lumière. Et voilà, il a pété les plombs. Gérard Rouillet m'a accusé que ce soit moi qui lui ai fait péter les plombs, alors que à cette époque-là, l'équipe ne paraissait pas le dimanche, et il avait pété les plombs le samedi, donc j'ai dit que si j'avais voulu faire péter les plombs à mon pote, je lui aurais fait d'abord péter les plombs qu'à moi et j'aurais fait ça apparaître ça le lundi matin. Non, en fait, on était à l'époque encore dans le château, la conférence de presse. J'arrive, je m'installe avec Alain Roche et David Ginola, on prend un café, bon, et je vois que David, il est très fermé, très terne, très taciturne. Et puis bon, les autres joueurs tardent, Christian Olivier de RTL, il est là avec son micro, il sait pas trop quoi faire, et puis finalement, bon il tend le micro à David, et il lui dit: alors David, ça va? Il dit: écoutez, oui, la famille ça va, le PSG ça va, et l'équipe de France? Ah ben l'équipe de France ça va pas. Et là, il déballe tout. On se regarde avec Alain Roche, on est un peu stupéfait. Là-dessus, tragicomédie. Le jour même, Franck Sauzet me dit: si Deschamps continue, j'arrête l'équipe de France. Voilà, le match se passe comme il se passe. Effectivement, il y a cette perte de balle de Ginola. Bon, après, le ballon fait 90 mètres, ça personne ne l'a jamais dit, mais bon. Mais quand tu veux tuer un chien, tu dis qu'il a la rage. Et derrière, je me souviens de ce que m'a dit Sauzet: j'arrête l'équipe de France. Et en fait, j'ai passé pratiquement la nuit avec lui et Tiki Olgado
à la maison d'Alsace pour lui faire cracher qu'il arrêtait l'équipe de France. Donc voilà. Donc effectivement, j'ai des souvenirs extrêmement précis de cette période. Lucho UFLR me dit « Tout le monde connaît ton attachement pour le Racing Club de Strasbourg. Peux-tu nous dire comment tu as vécu en tant qu'amoureux du club sa descente aux enfers en 2011? As-tu plusieurs anecdotes durant cette période? As-tu été approché par Marc Keller lors du rachat du club afin de potentiellement avoir une fonction au sein du club? » Je l'ai évidemment très mal vécu. Je me souviens qu'avant d'être contacté par Alain Fontanel, j'avais dit à Marc « Tu peux pas laisser tomber ton club ». Il n'était pas vraiment décidé, et puis finalement, je crois qu'il se mentait à lui-même, et qu'effectivement, dès qu'il a eu ce rendez-vous avec Alain Fontanel, il a admis qu'il pouvait pas laisser tomber son club. Est-ce que j'ai déjà été approché par Marc? Non, jamais. D'abord parce que, à l'époque, j'étais à Canal, que j'étais très heureux à Canal, que j'habitais à Paris. C'est bien de travailler pour Strasbourg, mais à moins d'être scout, il faut que tu habites à Strasbourg. J'aime beaucoup la ville de Strasbourg, enfin de là et y vivre, il y a peut-être de la marge. Et en plus, j'aurais jamais pris le risque que le fait de travailler avec Marc puisse ébranler notre formidable amitié. Donc non, je n'attends jamais. Excusez-moi, c'est un peu compliqué. Comment expliquer cette différence entre le match France-Israël de jeudi et France-Nouvelle-Zélande de samedi au niveau de l'ambiance et de la motivation des joueurs? Déjà, 13 000 spectateurs contre 80 000. Contexte d'événements, contexte enjeu sportif majeur, donc motivation poussée à l'extrême. Je pense que quand tu joues au rugby, tu peux pas être plus motivé dans ta carrière que quand tu joues contre les All Blacks. Je pense que quand tu es footballeur, tu peux être souvent plus motivé que quand tu joues contre Israël. Après, il y a beaucoup de choses qui m'ont gonflé. Toujours derrière les professeurs, les docteurs ex-rugby qui nous expliquent voilà les valeurs de l'ORI, la Marseillaise chantée à plein poumon. Faut pas oublier que le rugby est un sport de combat, pas le foot. Et en plus, regardez le comportement de cette équipe de France de rugby par rapport au racaille de l'équipe de France. Et il y a un relent raciste absolument évident derrière ça. De toute façon, je le vois sur les coms que je peux lire sur mes différents réseaux. Beaucoup de gens trouvent qu'il y a trop de noirs en équipe de France. Et voilà, et moi je peux pas entendre ça, quoi. Je ne peux pas entendre ça. Alors évidemment, malheureusement, les 3 buts de l'équipe de France contre l'Italie ont été marqués ou viennent par des blancs. Mais voilà, ça me paraît pas être un argument. L'audimat, c'est aussi une vaste fumisterie. D'abord parce que on peut pas comparer l'audience d'un jeudi soir et même d'un dimanche soir et l'audience d'un samedi soir. Et surtout, un facteur très important, on ne peut pas comparer un coup d'envoi à 20h45 et un coup d'envoi à 21h10. Parce qu'évidemment, plus le match commence tard, plus il y a de monde devant la télé. Et je pense que ça fait au moins 1,5 million d'écart, ces 25 minutes de décalage. Au-delà de ça, je note aussi qu'il y a eu des scandales importants dans le monde du rugby ces derniers temps. Les 2 jeunes accusés, pour l'instant d'ailleurs toujours accusés de viol en Argentine, le joueur qui a eu des propos racistes, bon certainement bourrés, mais des propos racistes quand même, et que si ça s'était passé dans le foot, ce serait un scandale mais affreux et qu'on en parlera encore aujourd'hui tous les jours. Donc faut y aller mollo avec le rugby, sport formidable, et le foot, sport minable. Je rappelle quand même que le foot est de loin en France le sport qui compte le plus de licenciés.